Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, philosophe, écrivain et réalisateur. On va évoquer avec vous l'intense actualité internationale de ces jours-ci. Mais d'abord, notre rendez-vous quotidien à cette heure-ci avec la cellule Vrai Faux de France Info, représentée ce soir par Victoria Rouxel. Bonsoir Victoria. On va parler avec vous des cas de refus d'obtempérer qui se multiplient depuis plusieurs jours dans notre pays, en Loire-Atlantique, dans le Val d'Oise, en Seine-et-Marne, en Haute-Garonne, entraînant souvent des courses-poursuites et parfois des blessures. Cette nuit encore près de Lyon, 3 policiers et le conducteur de la voiture qui avait refusé de se soumettre au contrôle ont été blessés. Une situation que dénonce le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avec ces mots. Les refus d'obtempérer ont augmenté, on est à 28 200, c'est plus 11% par rapport à l'année dernière. Et sur ces 28 200 refus d'obtempérer, il y en a plus d'un tiers qui comportent une mise en danger de la vie d'autrui. Alors, est-ce que c'est vrai, Victoria ? Est-ce qu'il y a plus de refus d'obtempérer ? Est-ce qu'ils sont plus dangereux ? Alors, les chiffres cités par Laurent Nunez, ils proviennent d'un document qui est paru il y a quelques jours et qui propose un état des lieux sur l'insécurité et la délinquance en France en 2025. C'est édité par le service de statistique du ministère de l'Intérieur et c'est présenté comme une première photographie, un bilan provisoire, puisqu'une seconde édition actualisée est prévue pour cet été. Donc, on gardera un œil dessus pour voir un peu si les chiffres ont évolué. Donc, ça, c'est l'aspect méthodologie. Mais si on revient sur le chiffre donné par Laurent Nunez, on apprend qu'effectivement, en France métropolitaine, en 2025, les forces de sécurité intérieure ont enregistré 28 200 refus d'obtempérer routiers, soit une augmentation de 11% par rapport à 2024, comme l'indiquait le ministre de l'Intérieur. Et pour se rendre compte, ça fait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et si on va avoir une vue d'ensemble sur les 10 dernières années, donc à partir des données qui sont disponibles dans ce document-là, on constate qu'il y avait déjà eu une augmentation du nombre de refus d'obtempérer de 2016 à 2021, avec un pic en 2021, 27 600 cas enregistrés. Et depuis, on était plutôt sur une tendance à la baisse, voire une stagnation, mais ce n'est plus le cas depuis 2025. Alors, qu'en est-il du nombre de refus d'obtempérer aggravés, c'est-à-dire qui ont entraîné une situation de mise en danger de la vie d'autrui ? Alors là, Laurent Nunez est un peu moins précis. Je rappelle qu'il disait que plus d'un tiers des refus d'obtempérer sont considérés comme aggravés. Eh bien, c'est faux, puisque toujours d'après le même document, c'est 22% des refus d'obtempérer routiers constatés par les forces de sécurité intérieure qui sont aggravés en 2025, soit environ 6200 infractions. Donc, c'est 10% de moins que ce que annonçait le ministre. Mais c'est un chiffre qui reste élevé et qui évolue à la hausse depuis une dizaine d'années. Pour rappel, selon le code de la route, le refus d'obtempérer est puni de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et c'est 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende en cas de mise en danger de la vie d'autrui. Merci beaucoup Victoria Rouxel. Et je rappelle le rendez-vous hebdomadaire. Non, vous allez rappeler le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai Faux. Samedi midi. Merci beaucoup Victoria Rouxel. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez peut-être entendu un premier extrait de cette interview exclusive, exceptionnelle, qui sera diffusée dans le 20h de France 2 et à partir de 20h sur France Info TV. Léa Salamé qui a fait cette interview cet après-midi du président Zelensky. Vous n'avez pas les cartes en main, c'est ce que lui disait Donald Trump il y a quelques mois lors de cette fameuse scène qui avait sidéré le monde entier. Quelle carte lui reste-t-il à Volodymyr Zelensky ce soir, après 4 ans de guerre, alors qu'il y a ces négociations qui ont repris à Abu Dhabi, qu'il y a toujours des milliers de foyers qui sont sans électricité ce soir à Kiev? De quelle carte dispose-t-il? Pour l'instant, celui qui n'avait pas les cartes en main, visiblement, c'était Donald Trump. Puisqu'il prétendait, ça fait maintenant des mois, il prétendait en finir avec cette guerre. Il n'en a pas fini. Il n'a visiblement pas de moyens de pression sur Poutine. Et Poutine n'a apparemment pas peur de lui. Donc, s'il y en a bien... Pourtant, il dit l'inverse, Volodymyr Zelensky. Il dit Poutine a peur de Trump. Oui, Poutine a peur de Trump, mais Trump n'a pas les cartes en main. Parce que Trump ne veut pas la défaite de Poutine. Donc, il n'a pas les cartes en main. Quelle carte il reste à Zelensky? Il lui reste une carte terrible et majeure dans des guerres comme celle-là. C'est le patriotisme et la vaillance de ces soldats. C'est son propre courage, c'est le courage de sa société civile, c'est ces mamans dont les grands-pères ou dont les nourrissons gèlent, meurent littéralement de froid par moins 20 degrés. C'est ces mamans, vous avez montré ça tout à l'heure dans votre reportage, qui montent 10 ou 15 étages avec un landau parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'ascenseur. C'est cette stratégie, cette guerre du froid, ce général hiver, et malgré ça, les Ukrainiens tiennent. Mais enfin, ça peut pas durer 200 ans.
Ça ne peut pas durer 200 ans, non. Mais si ça doit être une guerre d'usure, les gens qui seront les plus usés seront peut-être les Ukrainiens. Ben, je ne crois pas. Non, alors justement... Je crois que ça ne durera pas 200 ans. Et en effet, le problème est de savoir quelle est la société et quelle est l'armée qui cédera la première. Moi, je crois qu'une armée de Nord-Coréens, une armée de mercenaires, une armée de gangsters comme l'armée russe, elle cédera avant les patriotes ukrainiens. Et je vous assure, je connais un peu le front ukrainien. J'ai tourné pour France Télévisions, 2 films, et j'en ai tourné 4 en tout, depuis 4 ans, sur les lignes de front. Donc je sais comment ces gens-là raisonnent. Je sais qu'ils en ont assez. Je sais qu'ils n'en peuvent plus. Je sais qu'ils pleurent des morts. Mais je sais aussi qu'ils gardent le moral, qu'ils n'ont pas l'intention de céder. Vous ne verrez pas, je m'engage peut-être, mais vraiment je ne crois pas, vous ne verrez pas de déroute sur le front ukrainien. Alors, sans aller jusqu'à la déroute, est-ce qu'il faut, Bernard-Henri Lévy, pousser, d'une certaine manière, l'Ukraine à accepter certaines concessions territoriales à la Russie pour aboutir à ce cessez-le-feu ? D'abord, Poutine l'a dit très clairement aujourd'hui, il a dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu et que les négociations n'aboutiront pas tant que l'Ukraine n'aura pas cédé aux conditions russes. Ils viennent de le déclarer il y a quelques heures. Donc il n'y a pas de négociation. Négociation, ça veut dire que chacun part d'un point et puis qu'on se rapproche. Et vous attendiez à cela ? C'est-à-dire qu'en gros, Poutine soit sur la ligne de départ, de son départ à lui, c'est-à-dire qu'il n'est même pas question. C'est tout ou rien. Mais c'est ce qu'il dit depuis 4 ans. C'est ce que dit Karagamov, c'est ce que disent tous les idoles qui l'entourent. Et c'est ce que dit Zelensky. Les Ukrainiens le savent. Eux, ils sont en première ligne. Ils écoutent tous les jours. Ils savent que Poutine ne veut pas la paix. Poutine ne veut pas le cessez-le-feu. Poutine ne veut pas négocier. Poutine veut l'éternisation de la guerre. C'est son projet de société. Poutine marche, il carbure, il survit par la guerre. Alors, pour reprendre ce que vous demandez Sonia, est-ce qu'il n'y a quand même pas une voie qui serait de dire, imaginons, dire la Crimée, ça on sait depuis un moment que ça va être gardé, restez où vous êtes, et est-ce qu'il faut dire à Volodymyr Zelensky, il faudrait être raisonnable ou il a raison de poursuivre ? Je me fais l'avocat du diable. Hein. Oui, honnêtement, je crois que quand on vit ce que vit Zelensky depuis 4 ans, ce que vit sa société, je crois qu'il faut être pudique. Moi, je ne me sens pas de dire à Zelensky ce qu'il doit faire. Non. Voilà. Je le connais un peu, je l'ai interviewé quelques fois, je l'ai vu souvent. Jamais je ne me permettrai cela. Voilà. Il sait. Ces généraux savent, la société ukrainienne sait, et c'est pas nous ici qui allons faire les donneurs de leçons. Surtout qu'ils savent par ailleurs, parce que ça c'est sur la table, ça c'est public, que ce que demande Poutine, c'est non seulement ce que son armée n'a pas encore conquis, il veut que ça lui soit offert par M. Vitkov, mais Poutine veut aussi toujours le démantèlement de l'Ukraine, la chute de Zelensky, le remplacement de ce pouvoir. Donc, hélas, moi j'adorerais qu'on puisse négocier. Rien n'est pire que ce qui se passe en ce moment. Rien n'est pire que la vie à Kramatorsk ou à Dnipropetrovsk à cette heure-ci. Mais malheureusement, quand vous avez affaire à un État terroriste qui est aujourd'hui l'État russe. Pardon, mais c'est comme ça. Poutine, il raisonne comme... Quand Poutine dit aux Européens que s'il y avait un affrontement, eux iraient en enfer et que les soldats russes iraient au paradis, il raisonne comme qui ? Il raisonne comme Daesh, il parle comme Daesh, en tout cas, je ne sais pas s'il raisonne sincèrement. Donc on ne peut pas négocier avec ça. Alors on ne peut pas négocier avec lui, il ne veut pas la paix, et pourtant il va falloir rétablir le dialogue. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Cela se prépare et donc il y a des discussions qui se font au niveau technique pour préparer cela. Ça se fait aussi en transparence et en concertation avec le président Zelensky. Et dans ce cadre-là, il est important que les Européens, en effet, restaurent leurs propres canaux de discussion. C'est le bon moment pour rétablir la discussion avec Vladimir Poutine ? J'ai pas l'impression, honnêtement. Au moment où Poutine applique la stratégie d'Hitler devant Leningrad, les forces hitlériennes à Leningrad, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne déclenchent pas l'assaut, elles bombardent les centrales d'énergie, elles affament la ville, elles la font céder par le gel et par le froid. Poutine n'a jamais été aussi loin
dans la guerre totale contre l'Ukraine. Donc, moi, il me semble que c'est vraiment pas le moment de montrer notre faiblesse par rapport à ça. Vous l'avez Est-ce qu'on dit, est- vous la l'avez montre- dit, On Non, je l'ai pas dit. on la montre de facto, puisque l'Europe, on fait ce qu'on peut, mais on ne réussit pas grand-chose. Ben Donc, oui. est-ce que votre position ce soir, c'est de dire, non pas d'être désolé ou désespéré, mais de dire, bon, eh bien, Poutine est encore pire qu'au début, plus exactement, il n'a pas bougé d'un iota, Zelensky se battra jusqu'au bout et son peuple aussi, et nous, on va regarder les trains passer. Non, attendez. Zelensky, il n'ira pas jusqu'au bout. Ah, non, Zelensky, mais c'est une il défend question. son pays. Poutine, il n'est pas comme au début. Poutine est passé à une étape supplémentaire de la Pire, guerre. oui. Ce qui se passe en ce moment, franchement, moi j'ai connu les hivers en Ukraine, à Kiev et ailleurs. Il n'est jamais allé aussi loin dans ce terrorisme par les missiles et ce terrorisme par le froid. La guerre par le gel et la guerre par les missiles. Donc, il ne s'agit pas de regarder les trains passer, mais Je parle des Européens. oui. Est-ce que finalement, le côté où on a Elle a des rétabli les moyens, canaux, mais elle a des c'est pas moyens. parce qu'on n'est pas capable de faire autrement, On n'est de pas faire autre capable. chose. Il faut le décider. Il y a des avoirs russes dont les intérêts seuls pourraient suffire à armer l'Ukraine, et on est embarrassé face à ça, on est divisé, on n'ose pas, on a peur que notre signature soit De déshonorée. discréditer pour l'avenir, oui. Voilà, il y a ça. Il y a les navires fantômes qui transportent le pétrole russe et sur lesquels on ferme les yeux. Il y a un allié de l'Europe et des États-Unis qui est la Turquie, et dont tous les observateurs savent que c'est par là que passent toutes les infractions aux sanctions à la Russie. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut peut-être dire à Erdogan, ça suffit comme ça. C'est un manque de volonté politique. Oui, bien sûr. Ou c'est des intérêts économiques qui, dans chaque pays Non, européen, je crois que c'est un. Non, je crois y que c'est. compris en France. Non, pas je pense que la volonté politique en France, elle a été au contraire exemplaire depuis 3 ans. Mais c'est un problème de leadership en Europe. L'Europe est divisée sur cette question-là. L'Europe, il y a toute une partie de l'Europe qui est veule face à Poutine. Et les opinions aussi. Les opinions, Ou pas. elles sont travaillées par le défaitisme, elles sont travaillées par le poutinisme. Le plus grand parti, enfin l'un des plus grands partis, peut-être le plus grand parti en Europe, c'est le parti poutinien avec son aile droite et son aile gauche, et l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est une énorme. Si vraiment, ce que je crois, cette question-là, avec la question de l'islamisme radical, la question de la guerre en Ukraine, c'est la question la plus importante qui se pose à nos générations et à celles qui nous suivent. C'est vrai, si vous allez en Italie, si vous allez en Espagne, et si vous regardez en France, qu'il y a un nombre très important de gens qui sont du côté de Il fallait avoir la paix. de l'abaissement, de l'humiliation et de céder à la Russie. Oui, c'est un fait. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aussi parler à ces gens, il faut les convaincre, il faut leur expliquer pourquoi on prend beaucoup plus de risques en cédant à Poutine qu'en lui résistant, pourquoi on est bien plus menacé, ainsi de suite. Et vous pensez que ceux qu'on n'a pas encore réussi à convaincre depuis 4 ans, on peut encore le faire? Moi, je crois qu'on peut toujours convaincre les gens. Les gens ne sont pas des... mais encore faut-il s'en donner les moyens, encore faut-il expliquer. Là, il va y avoir une élection, on va entrer dans une période électorale. Je pense en effet que si les grands partis politiques, les candidats républicains considéraient qu'il n'y a pas de question plus importante que celle qu'on vient d'évoquer là, et s'ils disaient pourquoi, bah oui, ils seraient entendus. Vous voyez des gens qui sont susceptibles de mettre la campagne présidentielle sur ces thèmes-là? Écoutez, Enfin, non, on le voit jamais d'abord, et puis ça finit Oui, après, parfois peut-être on le voit parfois ou par se pas, faire. oui. Moi, je me souviens, vous savez, il y a 30 ans, il y avait une guerre terrible qui était sur le sol européen, qui était la guerre de Bosnie. Personne ne voulait en parler. La guerre de Bosnie, à l'époque, c'était une campagne européenne. Elle était hors des radars. Bon, il y a un groupe d'intellectuels, j'en étais, avec mon camarade André Glucksmann, avec d'autres, qui ont fait en sorte que cette question-là, elle soit au cœur des choses. Elle a été au cœur de la campagne. Voilà, il y a eu un mouvement d'opinion. Il y avait pas seulement des intellectuels, il y avait des citoyens dans toute la France. Il y avait des comités locaux, il y avait des ONG. Tout ça a créé un mouvement d'opinion. Je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Or, aujourd'hui, c'est vrai que le discours dominant qu'on entend, c'est quand même qu'il ne faut pas trop provoquer Poutine, et qu'il n'est pas si dangereux que ça, que la preuve, on n'imagine pas... D'accord. On n'irait pas mourir pour Kiev. Voilà. Et qu'on ne va pas mourir pour Kiev, ce que d'ailleurs personne ne demande. Oui, mais les Ukrainiens n'ont jamais demandé qu'on aille mourir pour eux. Eux sont prêts, eux sont en train de mourir pour nous, ce qui est très différent. Jamais un Ukrainien, vous n'entendrez jamais un Ukrainien demander à un Européen de venir mourir pour lui. En revanche, vous les entendrez toujours observer
et souffrir l'idée qu'ils sont en train, eux, de mourir pour nous, pour les Européens. On les déçoit, juste petite question avant d'enchaîner. Pardon ? Ils sont déçus par nous? De ce que vous en avez vu? Ils sont déçus. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont déçus par les États-Unis, franchement. Je ne veux pas être cocorico, mais je crois que la grande déception, elle est plutôt là. Ils sont nombreux en Ukraine, comme partout, à avoir cru au rodomontade du président Trump, à avoir cru qu'il était l'homme fort qu'il prétendait être, et à voir comment il se dégonfle, ou comment, pire encore, il déroule le tapis rouge en Alaska à Poutine. Voilà. Donc il y a la vraie question, je crois, moi, que mes amis, en tout cas en Ukraine, se posent, c'est celle-là. Cette espèce d'axe entre la Russie et les États-Unis, qui est pour eux leur pire cauchemar. Vous savez, depuis il n'y a jamais eu autant de morts, il n'y a jamais eu autant de missiles tirés, et jamais autant de victimes que dans l'année de la présidence Trump. Poutine avait plus peur de Biden que de Trump. Oui, écoutez, pardon, mais c'est un fait. Il y avait moins de missiles dans les 3 premières années de guerre, moins de missiles tirés, moins de morts, moins de mutilés que depuis 1 an que Trump est au pouvoir. On va entendre dans quelques minutes maintenant l'intégralité de cette interview réalisée par Léa Salamé du président Zelensky. Vous avez hâte, nous aussi. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle du sort d'un autre peuple qui vous tient particulièrement à cœur. Ce sont les Kurdes de Syrie que vous avez filmés, qui se sont battus en première ligne contre Daesh, qui ont été peut-être lâchés par les Occidentaux. À un moment, en tout cas, il y a eu ces affrontements avec les miliciens d'Ahmed al-Sharaa, qui est devenu le nouveau maître de Damas. Et puis, il y a eu cet accord, finalement. Il semble qu'il soit intégré à l'armée et à l'État. Vous croyez à cet accord? Et que savez-vous du sort de ces nombreux djihadistes qui auraient possiblement été libérés, qui se seraient échappés des prisons à la faveur de ces affrontements? Ça, hélas, je le sais, parce que ces prisons-là, je les connais. Je les ai filmés il y a 5 ans avec Marc Roussel pour un film que vous avez diffusé à France Télévisions qui s'appelle Une autre idée du monde. Donc j'ai filmé ces prisons, j'ai filmé les djihadistes français avec leur accord et dans des conditions déontologiques parfaites. Donc je sais ce que c'est. Je sais comment ces prisons sont hautement sécurisées. C'est pas des prisons de Far West qui sont installées dans un saloon avec une porte en carton. C'est des prisons hyper modernes, hyper sophistiquées, hyper sécurisées. Ces gens-là, quelqu'un a ouvert les portes et ils sont sortis, ils sont perdus dans la nature. Ils sont dispersés dans la nature. Et ils ont une idée en tête, parce que ça, moi, ils me l'ont dit à l'époque, mais en prison, quand ils étaient en prison, ils ont une idée en tête, c'est de revenir au pays. C'est de revenir en France. Et alors, j'entendais tout à l'heure parler de bêtes sauvages à propos des Russes. Je peux vous dire que les djihadistes français ou autres enfermés dans ces prisons-là, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, donc ça en effet, c'est un des premiers. Quand on dit que les Kurdes, comme les Ukrainiens, sont la défense de l'Europe, c'est pas abstrait, c'est des trucs concrets. Là, ces prisonniers, c'est Daesh français, dont on voulait rien d'avoir à faire. On voulait pas les mettre en prison ici, on voulait pas les juger, on voulait pas savoir. Les Kurdes s'en occupaient. Voilà, ils étaient les gardiens de nos ennemis. Aujourd'hui, non. Nos ennemis, ils sont entre les mains ils ont été libérés par des milices à la solde de monsieur, vous l'appelez Al-Sharaa, très bien, il s'appelle monsieur Djolani aussi, avant de mettre Vous mettez son nom de sa période précédente. Vous ne croyez pas au fait qu'il soit repenti? Moi, je crois qu'on ne se repent pas comme ça. Vous voyez, les grandes idéologies criminelles, on ne les raye pas d'un trait de plume. Ce n'est pas une décision qu'on prend en une nuit ou qu'on prend parce que le bureau politique de je ne sais quelle heure, ou parce qu'Erdogan vous l'a demandé. Voilà, ça ne se prend pas comme ça. Donc, à moins que cet homme, je dis que je ne le connais pas, ait accompli un travail intérieur important, en effet, j'y crois pas. Et ce qu'on vient de voir là, avec les Kurdes, en est un des symptômes. Les Kurdes, c'est pas... C'est l'exemple même de ce que peut être l'islam. Quand on veut, quand les musulmans veulent, c'est-à-dire démocratie, droits de l'homme, égalité avec les femmes, laïcité, liberté des opinions. C'est très important. Ce n'est pas les seuls. Il y a les Bosniaques, il y a les Marocains, mais c'est un exemple. Et un exemple particulièrement vaillant. C'est ceux-là qui ont été livrés à leurs assassins, et c'est ceux-là qu'on a laissé tomber. Pas pour la première fois, d'ailleurs. Rapidement, et ça a l'air un peu idiot de passer comme ça aussi vite, est-ce que vous considérez, tout à l'heure, vous avez dit que les peuples ukrainiens, ils sont déçus par les États-Unis, probablement. Est-ce que vous pensez que le peuple iranien est déçu également par les États-Unis, comme nous tous? Et qu'on a tous rêvé qu'il se passe quelque chose. Moi, je serais iranien. J'aurais entendu le président Trump dire... On arrive. Continuez les petits gars.
prenez bien en photo les visages de vos tourmenteurs. L'aide arrive, l'aide est en route. S'il ne se passe rien, en effet, je l'aurais extrêmement mauvaise. Et je serais, comme vous dites, extrêmement déçu. Alors, on va voir. Peut-être qu'en effet, cette armada à proximité des côtes iraniennes va finalement... je ne sais pas. Mais s'il ne se passait rien, ce serait en effet une erreur historique et une faute morale et une tâche sur le drapeau américain, je crois, sans précédent. Il y avait un cas. C'était Barack Obama, à l'époque de Bachar el-Assad, qui avait dit attention, si jamais vous franchissez la ligne rouge de l'usage des gaz chimiques, là on frappera. Et qui avait reculé sur la ligne rouge qu'il avait lui-même formulée. Merci. Mais aujourd'hui, c'est pire encore. Merci beaucoup. Ce serait pire encore. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Dans un instant, Léa Salamé, interview exclusive du président ukrainien Volodymyr Zelensky, édition spéciale sur France Info TV avec Loïc Delamornay et ses invités. Très bonne soirée avec toi.